Bonjour, bienvenue dans l'épisode 25 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de parler des secrets, énigmes, mythes et légendes familiales, et plus précisément de la manière dont ces énigmes familiales et leurs pendants, les récits légendaires et mythologiques, se transmettent. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? L'aventure nous attend. C'est parti. Comme vous le savez, il est impossible de ne rien dire. Pas plus qu'il n'est possible de ne rien faire. Je vous assure, essayez de ne rien faire, là, maintenant, tout de suite. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Nada, que dalle. Vous ne faites rien, vous ne pensez à rien. Raté. Même si vous n'avez pas bougé, vous avez au minimum respiré et pensé à quelque chose, même si ce quelque chose, c'est ne penser à rien. Et si vous êtes resté en apnée pour ne pas respirer, eh bien là aussi vous avez fait quelque chose. Bref, rien faire est impossible. Eh bien, ne rien communiquer, c'est pareil, c'est impossible. Donc, quand une personne a un secret, ce n'est pas parce qu'elle n'en parle pas qu'elle ne communique rien à son sujet. Mais voilà, pour ne pas en parler directement, elle va en parler indirectement. Et c'est là que commencent les ennuis. Pour elle déjà, parce que si on ne parle pas, ça parle, et on parle d'une manière détournée. Et puis, pour les autres surtout, les enfants, notamment de porteurs et porteuses de secrets, qui se retrouvent avec des parents qui ont des comportements énigmatiques, avec tous les dégâts que ça peut faire. Les tabous s'y font des dégâts. Et puis, vivre fait des dégâts, hein. Rassurez-vous, personne n'est parfait, ni les psys, ni les autres, on fait tous et toutes comme on peut et comme on veut, et on peut plus ou moins en fonction de la vie dynamique, mouvante, qu'est la nôtre. Si une personne fait d'un événement un secret, c'est qu'il est douloureux et honteux. Un secret peut venir de quelque chose qui est impensable, qui ne peut donc pas être pensé, et donc pas dit, car cette chose fait effraction dans le psychisme et le corps de la personne à qui elle arrive. Mais parfois, une chose devient secrète, non pas parce que la personne n'en parle pas, mais parce qu'on lui demande de ne pas en parler, explicitement ou implicitement. Je vous renvoie encore une fois aux épisodes sur les abus sexuels à ce sujet. La chose que là où les personnes concernées tiendront secrète peut être honteuse pour elles, mais pas nécessairement en général de manière absolue, mais pour elles. Par exemple, une personne de leur entourage a commis un crime. Un enfant n'est pas du père qui l'élève, etc. La caractérisation du secret comme indicible, parce que honteuse ou impensable, n'est pas absolue. Elle dépend de chaque personne et de chaque famille. Ce qui sera indicible dans l'une ne le sera pas dans une autre. Il y a une différence entre ce qui est irreprésentable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se représenter car c'est impensable, c'est trop douloureux, et ce qui est indicible, qu'on ne peut pas dire. Alors, évidemment, ce qui est irreprésentable est généralement indicible, ou en tout cas difficilement dicible. Mais parfois, on peut se représenter quelque chose dans notre tête, mais ne pas pouvoir en parler. Cette chose est représentable, mais pas dicible. Ceci dit, on se représente tout, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le penser, y réfléchir. On le tient alors dans un coin à l'écart. On en fait un secret. Mais un secret est toujours là en train de travailler. Quand il n'y a rien, il n'y a pas de secret. Quand il y a un secret, il y a une énigme pour les autres personnes qui partagent la vie de celles et ceux qui le portent. Il n'y a pas rien. Bébé et enfant, on a accès au monde à partir de la famille dans laquelle on grandit. Quelle que soit sa composition, sa structure, sa ou ses cultures, son époque, c'est par elle qu'on va appréhender le monde, et par chaque personne qui s'occupe de nous. De fait, on intériorise tout un tas de règles, plus ou moins explicites ou implicites. On intériorise la manière dont les personnes qui s'occupent de nous voient et vivent le monde, nous voient et vivent les relations humaines. Certaines personnes font une distinction entre intergénérationnel pour désigner ce qui se transmet explicitement et transgénérationnel pour ce qui se transmet implicitement, notamment dans l'histoire familiale. Dans le premier cas, le préfixe inter renvoie à une idée de mutualité, de réciprocité. C'est ce qui se passe entre générations. Cela renvoie à un échange et pas seulement à une transmission. Si on parle d'événements de l'histoire familiale, ils sont alors partagés, transmis explicitement, car ils sont plus ou moins élaborés par celles et ceux qui l'ont vécu. Et on peut imaginer qu'il se produit des échanges, des discussions, grâce auxquelles les générations qui héritent de cette histoire se l'approprient et l'intègrent au récit familial qui leur est proposé. Dans le deuxième cas, le préfixe trans renvoie à quelque chose qui passe à travers, qui va au-delà. Il n'y a pas de transmission élaborée, il y a une transmission implicite, faite de tout un tas de bizarreries, car le secret devenu énigme pour les générations qui n'en sont pas porteuses ruisselle de 1000 manières.
La vie et les relations humaines étant particulièrement complexes, vous l'aurez remarqué, souvent la transmission de l'histoire familiale se fait sur ces deux modes. Dans un champ des possibles qui va du totalement élaboré explicité, si tant est qu'un truc pareil est vraiment possible, au secret devenu énigme, ce qui est assez courant. Et bien souvent, il y a une forme de mélange. On a affaire à une sorte d'énigme dont on a quelques éléments explicites. Bon courage à toutes et à tous pour vous y retrouver avec tout ça. J'ai lu quelque part, je cite, « L'objet de la psychanalyse est une question de transmission. Déjà le symptôme, transmission trop réussie, puis la répétition, le transfert, l'interprétation, y compris celle du transfert. L'enjeu y est un rien à faire passer. Cela suppose quelque chose qui ne passe pas, radicalement. » En ce qui concerne les secrets de famille, il y a déplacement et transformation. C'est aussi ceux-là qui en font des énigmes. C'est pour cela que je préfère ce terme. Le secret initial est transmis sous forme d'énigme, car la manière dont il est exprimé au sein de la famille n'est pas directe. Il y a des transformations. Une transmission a lieu, bien malgré celui ou celle qui voudrait que son secret le reste, ce qui est toujours totalement complètement impossible. C'est un peu comme le jeu du téléphone. On se murmure quelque chose à l'oreille, et ça arrive rarement tel que la phrase a été prononcée par la personne qui a lancé le jeu. D'où la difficulté à résoudre l'énigme, car les termes ont été changés. Et bien souvent, il n'est même pas clair qu'il y ait une énigme. Et oui, il est rare qu'une personne dise « j'ai un secret, mais je ne te le dirai pas ». Bon, et qu'on sache donc explicitement qu'on se retrouve avec une énigme qui va nous travailler. La manière dont le secret est communiqué est symbolique. On en voit les manifestations qui tracent les contours de l'énigme, qu'on ne pourra pas résoudre. Petit clin d'œil à Oedipe, qui a résolu celle du Sphinx, pour mieux s'enliser dans le secret de famille dont il ne percevait que des brimes sous forme de rébus. Un exemple fictif, mais qui pourrait être réel. Un père, qui avait subi des viols enfants commis par un homme de sa famille, qui très souvent le chatouillait en arrivant dans son dos, avait une petite fille d'environ 5 ans qui allait à l'école primaire. Or, un jour, cette petite fille revient de l'école et chatouille son père en arrivant dans son dos, déclenchant alors la fureur de celui-ci. Il arrive en séance quelques jours plus tard, très en colère, et m'explique que malgré ses remontrances, elle continue. Or, ce père n'a jamais parlé à ses enfants de ce qu'il a subi lui-même enfant. Il n'en a pas parlé explicitement, même si, bien sûr, les traces de son secret sont là, qu'elles se transmettent sous forme d'énigmes à ses enfants, notamment, par exemple, dans sa réaction à ce jeu. En effet, sa fille a perçu quelque chose dans sa réaction, étant donné que la réaction de son père semble disproportionnée. Je dis semble disproportionnée car en fait, elle est proportionnée à ce à quoi elle fait écho pour lui, à savoir les chatouilles de l'homme qu'il a violé de nombreuses fois quand il était enfant. Mais, si on ne regarde que le jeu de sa fille, ses réactions pourraient être vues comme disproportionnées. Je dis ses réactions parce que sa fille, sentant que quelque chose se disait là, n'a eu de cesse par la suite que de continuer de lui faire des chatouilles en arrivant dans son dos. Ce faisant, elle demande « C'est quoi ça ? De quoi ça parle ça ? Qu'est-ce que tu dis sans le dire ?» Bien entendu, elle ne se l'est pas forcément dit explicitement comme ça. Mais c'est l'idée, d'autant que les réactions de son père lui font peur. Et pourtant, elle continue parce que justement, ce n'est pas là que ça se passe. Pas là où répond son père, qui ne dit pas ce que ça lui fait vraiment. Et qu'elle le sent. D'ailleurs, à quoi ressemblent les manifestations d'un secret qui représente alors une énigme ? Eh bien, ça peut ressembler à tout et n'importe quoi. Ça peut ressembler à une colère disproportionnée, comme dans l'exemple que je viens de donner. Ça peut être une phobie, des pleurs, une réaction physique, tremblement, mouvement, etc., suite à un geste, une parole, des évitements en tout genre, toutes sortes de comportements incongrus, etc. Je ne vais pas vous dresser une liste car ça peut prendre vraiment toutes sortes de formes assez classiques, tout autant que très inattendues. Et comme le dit très justement Serge Tisseron dans son livre sur les secrets de famille, quand un parent porte un secret, l'enfant devient le témoin impuissant de sa souffrance. Et je rajouterais qu'il devient le détenteur plus ou moins impuissant d'une énigme dont il va falloir qu'il trouve comment et quoi faire avec. Et puis, vous l'aurez remarqué, les choses sont toujours plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Il y a généralement plusieurs secrets, et donc plusieurs énigmes dans une famille. J'ai beaucoup parlé des secrets des parents et des énigmes que cela représente pour leurs enfants, mais il y a bien entendu aussi les enfants qui deviennent porteurs et porteuses de secrets, car personne n'a voulu les entendre, notamment dans le cas de violences, maltraitances, abus sexuels, harcèlement. Et parfois, ce sont ces enfants qui n'ont pas été entendus qui deviennent parents et transmettent une énigme à leurs enfants. Parler de ce qu'on a vécu de traumatisant à quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, une amie, un prof, une médecin, un psy, etc., est une étape indispensable pour élaborer psychiquement et corporellement ce qui s'est passé.
Encore faut-il que quelqu'un soit là pour entendre. Et j'insiste encore et toujours sur le fait que parler, si indispensable que soit la chose, ne suffit pas, et qu'un travail qui passe par le corps est tout aussi indispensable, quelles que soient là ou les formes que ça peut prendre pour une personne. Avant de parler un peu plus des conséquences des secrets et énigmes, je voudrais aborder ce qu'il y a à l'autre bout des secrets, à savoir les mythes fondateurs de la famille. Vous savez, ces mythes et légendes qui participent à créer une identité familiale. À l'autre bout des secrets et des énigmes qui en découlent se trouvent donc les mythes et légendes familiales. Tisserand nous dit à ce sujet: parallèlement, et pour tenter de sceller le secret, un mythe familial se constitue. Un mythe familial réside dans un ensemble de croyances systématisées, partagées par tous les membres de la famille, au sujet de leurs rôles respectifs et de la nature de leurs relations. Le mythe reflète l'image que la famille veut donner d'elle-même. Les familles dont le fonctionnement est le moins ouvert au changement sont celles qui sont le plus menacées de s'enfermer dans un mythe rigide, qui leur apparaît comme le dernier rempart face au chaos. Tout membre de la famille qui le met en cause voit celui-ci se souder contre lui pour éviter toute remise en question. Fin de citation. Je parlerai un peu plus en détail de l'épisode 28 du système que forme une famille et de ce qui se passe dans un système. Il y a deux types de mythes. Celui qui se tisse à partir du secret, auquel tout le monde participe, qu'on le veuille ou non, et celui qui existe comme fondateur de la légende familiale, qui distribue des rôles différents à chaque membre, qui de fait ont un poids différent. Certains mythes peuvent parler des origines de la famille, d'un ou d'une aïeule et de son rôle, de ce qu'on lui doit. Généralement, il y a quelque chose de joyeux, d'honorable. On se retrouve de l'autre côté de la honte. Le mythe fait la fierté de la famille et de ses membres. Pourtant, à y regarder de plus près, il y a des fonctions communes, notamment celle de délimiter le cadre dans lequel se situe et se pense la famille, et donc de ne pas la penser autrement. Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.